On m'écrit très souvent pour me demander comment devenir thérapeute essénien. Il y a beaucoup de malentendus et de points fondamentaux à préciser sur cette question, et au lieu de répondre individuellement à chaque personne, j'ai décidé de faire une conférence et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Dans l'histoire connue de la médecine et de l'art thérapeutique en Occident, on peut voir pendant vraiment très très longtemps, pendant des milliers d'années, une médecine très holistique, très globale qui se développe et qui s'intéresse et au corps, aux blessures, aux maladies, à la guérison du corps physique, mais d'une façon tout à fait globale, et elle inclut une vision subtile, spirituelle, initiatique, euh, énergétique, des notions beaucoup, beaucoup plus vastes que ce dont aujourd'hui on a l'habitude de parler quand on parle de médecine. La médecine égyptienne, alors j'ai pris une représentation que j'aime bien où vous avez Horus et Seth, qui sont comme deux principes fondamentaux et qui tous les deux tiennent en équilibre une rectitude, une verticalité avec le cœur qui est en bas, qui est posé en bas. Et je trouve que c'est très intéressant de s'apercevoir qu'en Occident, nous avons eu pendant très longtemps une médecine qui était basée sur l'équilibre des grandes forces de la vie, donc de la vie, de la mort, de l'harmonie, du chaos, sur cet équilibre permanent. Et donc ça veut dire que les scientifiques, pendant des milliers d'années, avaient une parfaite connaissance et une conscience de ces deux énergies fondamentales qui pouvaient entrer en déséquilibre à l'intérieur de l'homme, et que la santé était dans le fond la simple expression extrêmement quotidienne, fugace, permanente, de cet équilibre-déséquilibre et de ce rééquilibrage permanent. Il y a des manuscrits égyptiens anciens qui nous parlent et qui clairement expliquent comment soigner telle maladie, et il donne à la fois des causes ou des outils alimentaires, chirurgicaux, phytothérapeutiques avec les plantes, mais aussi des causes spirituelles, des invocations et des prières spécifiques, des soins énergétiques qui sont à administrer et qui sont mis sur un pied d'égalité avec l'ensemble des méthodes thérapeutiques dont on dispose. Et cette vision ancestrale se rapproche, elle est contenue dans la vision de la thérapie essénienne. On va en reparler bien sûr. Ce qui s'est passé lorsque l'Occident chrétien a émergé, la chrétienté a émergé, alors j'utilise l'expression qui est une chape de plomb un petit peu qui est arrivée sur la médecine en même temps que le christianisme. Je ne veux pas dire que c'est à cause du christianisme ou que le christianisme est anti-scientifique et anti-connaissance, mais quand même c'est à peu près à cette époque que tout un savoir et un savoir-faire issu de l'Antiquité, qui était issu de traditions millénaires, d'expériences humaines, a été énormément diminué, a été empêché. D'ailleurs, on sait très bien que le christianisme est né dans les villes, et le mot païen vient d'un mot latin qui veut dire paysan. C'est-à-dire qu'il y a eu une opposition entre une culture citadine qui a développé la religion qu'on a appelée chrétienne, donc qui est extrêmement loin de la nature, éloignée de la nature, et qui a vraiment absolument voulu se détacher d'une culture traditionnelle ancestrale paysanne de peuples premiers finalement, qui sont issus d'expériences très très anciennes de l'homme en rapport direct et en prise directe avec Dieu dans la nature, l'expérimentation du divin dans la nature. Et à partir du moment où on se débarrasse de toute cette médecine antique, il arrive un âge sombre où on a une perte de connaissances très importante qui dure quand même longtemps, à peu près jusqu'à la Renaissance. Alors, à la Renaissance, il y a une remise en question de la sacralité du corps, parce que le prétexte qui pouvait faire qu'on ne faisait pas, par exemple, de dissection et d'études de l'anatomie du corps physique, c'est que le corps était sacré, il appartenait à Dieu, c'est-à-dire à l'Église, et donc il y avait une interdiction extrêmement forte. On était brûlé vif si on voulait faire des dissections ou si on guérissait quasiment. Ces histoires de sorcières qui ont été brûlées, beaucoup de gens qui ont été qualifiés de sorciers, de démoniaques et tout ça, étaient en réalité des thérapeutes qui connaissaient un savoir-faire de guérison. À partir de la Renaissance, donc, j'ai mis cette illustration qui est assez connue.
des dissections, c'est-à-dire que il y a une remise en question qui passe par le protestantisme. On remet en question beaucoup de dogmes de l'Église, dont celui de la sacralité du corps et de l'interdit du tabou absolu de disséquer un corps mort pour étudier ses organes. Et là-dessus se développe une médecine. Alors c'est un phénomène, il faut comprendre que c'est arrivé à plusieurs niveaux et dans plusieurs aspects de la société des pays occidentaux. Il y a eu la dissection qui a été possible, il y a eu le protestantisme, la traduction de la Bible, qui a remis en question un aspect un petit peu superstitieux et imaginaire qu'était devenu le christianisme au fil des temps. Et il y a l'explosion de la liberté de pensée scientifique. Alors elle est très progressive, hein, on a fait quand même renoncer, on a fait un procès à Galilée, on a brûlé Giordano Bruno parce qu'il disait qu'il y avait plusieurs univers, plusieurs galaxies. Et on est il n'y a pas longtemps, hein. Donc ça a pris quand même du temps, mais progressivement, la médecine de nouveau reprend contact avec le corps humain et la réalité du corps, au lieu de uniquement fonctionner sur des résidus de textes antiques, des superstitions, des croyances, et de tâtonner énormément avec une efficacité assez pauvre. Il y a une redécouverte du corps humain basée sur l'observation du réel. On n'est plus dans des dogmes qui se transmettent à l'université, qui affirment certaines choses qui sont fausses. On se met à l'épreuve des faits et on regarde les organes et on essaie de comprendre le fonctionnement. Bien sûr, ce sont des corps morts, mais on fait des progressions, des progrès assez importants au niveau des opérations. Le pendant de ça, c'est que en découpant un corps et en observant ses organes, on a l'impression de découvrir le réel. Alors que ce réel était pourtant très bien connu 1000 ans auparavant par les médecins antiques, pour lesquels la dissection était autorisée. On a l'impression de découvrir le réel et on a l'impression de devenir tout puissant, de pouvoir tout faire, de pouvoir guérir tout ce qu'on veut. Et en à peu près 200-300 ans se développe une médecine occidentale très technique, très matérielle, très physiologique, basée sur l'observation du corps, et qui, bien sûr, par contraste, paraît miraculeuse et prodigieuse. On est capable d'amputer un membre sans que le patient ne meure, on est capable d'extraire un organe, on est capable d'expliquer, de comprendre beaucoup de phénomènes. Et ça nous a donné pendant un temps le sentiment que c'était la voie, c'était l'avenir, c'était la solution à tous nos problèmes, et que par sa connaissance propre, l'être humain pourrait se libérer des maladies dont les prières et les invocations au saint par l'Église ne suffisaient pas. Donc ça veut dire que le scientifique devient le nouvel espoir, le nouveau prêtre de cette société occidentale moderne, parce que le scientifique a la réponse à toutes les questions. Et donc on place énormément d'espoir dans cette médecine. Pour autant, ce qu'on voit même encore aujourd'hui à notre époque, c'est que beaucoup de maladies finalement échappent au mythe qu'on avait mis en place rapidement, qui est celui de l'éradication. Avec les vaccins, avec les progrès de la science, vous étudiez encore les discours qui étaient tenus dans les années 50-60, on avait vraiment l'impression que dans quelques décennies, il n'y aurait plus de maladies. Et quasiment l'homme deviendrait immortel parce qu'on découvrirait la cause de l'erreur qu'est le vieillissement, la maladie et la mort. Et pourtant, plus on s'enfonce dans la matière, plus on dissèque, hein, là on dissèque des organes, mais plus on zoome, on observe les cellules, on observe les noyaux cellulaires, on observe les chromosomes, on observe l'ADN, plus on zoome et plus on rentre dans l'infiniment petit, et on dirait que l'éradication, la disparition des maladies semble nous échapper. C'est comme quelque chose qu'on n'arriverait pas à saisir, et qu'on se rend compte que finalement, on a un peu rêvé et fantasmé ce qu'était la science, et que peut-être que notre vision de la maladie n'est pas complète, malgré notre connaissance absolue de l'anatomie humaine. Donc au siècle dernier, au XXe,
il y a eu justement déjà des penseurs qui ont senti, j'allais dire, le vent tourner, ou plutôt la vanité de cette idée qu'on allait, par la dissection, par la connaissance de l'anatomie, supprimer les maladies, et qui ont voulu rajouter des éléments qui leur semblaient manquants dans la médecine. Alors j'ai pris des exemples, il y en a beaucoup, hein, ça n'a pas du tout la prétention d'être exhaustif. La psychologie, l'aspect psychosomatique, c'est-à-dire que l'esprit, les pensées, les croyances, les sentiments, les émotions avaient un impact sur le corps physique. Ça, il y a des cours qui sont donnés à l'université, mais quand même, rendons-nous compte qu'il y a 20 ou 30 ans, c'était des notions qui semblaient complètement absurdes et ridicules à la plupart des médecins. Ils avaient été formés dans la certitude que les maladies avaient une cause bactériologique, physiologique, exclusivement, et que ce qu'un homme pensait ou sentait ou voulait n'avait aucun impact sur la santé. Tout ça est remis en question par des penseurs, par des expérimentateurs qui mettent au point des méthodes. Alors, je parle par exemple de l'hypnose, de la PNL, la programmation neurolinguistique, la psychosomatique bien sûr, la sophrologie, les soins énergétiques. Tout ça ouvre complètement un autre champ de vision, et l'interaction avec la médecine qui s'est développée pharmaceutique est quand même encore complexe dans beaucoup de pays, encore compliquée dans beaucoup d'universités et d'ordre des médecins. Mais c'est quand même une sorte de réaction qu'on peut voir à cette médecine extrêmement matérialiste. La tradition essénienne se situe en dehors de ces zigzags, de cette recherche qu'on peut voir au fil de l'histoire, parce que son propos n'a pas changé. Et quelque part, il demeure assez insensible aux tribulations des recherches qu'on peut observer dans des cultures occidentales. Alors, il y aura un bémol quand même à faire, puisque en Chine et en Inde, les médecines traditionnelles n'ont pas connu cette vague matérialiste qu'on a eue, et cette destruction qu'il y a eu au début de l'ère chrétienne, puis la vague matérialiste de la Renaissance avec la dissection. Ce sont des médecines qui sont restées assez stables et fidèles depuis des milliers d'années. En Occident, en tout cas, il y a eu ces aléas, ces va-et-vient, et la tradition essénienne, je trouve qu'elle est très intéressante et elle peut enrichir euh, une compréhension qu'on peut avoir de ce qu'est la maladie, de ce qu'est l'être humain, parce que finalement, tout revient à ce point particulier, qu'est-ce qu'un être humain? Parce que si on se trompe d'objet d'étude et d'objet d'identification, eh bien, comment on va faire pour parler de maladie, de guérison de santé, de vie, de mort, puisqu'on va avoir notre objet d'étude principal qui n'est pas le bon. Pour la tradition essénienne, le corps de l'homme lui est prêté, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence supérieure universelle qui nous permet de faire une expérience en prise directe avec le corps et tout ce que ça implique. Et le fait de considérer que le corps et que la vie du corps, l'expérience de vie dans ce corps, dans ce monde, nous est prêtée, c'est très important, parce que si tu crois que quelque chose t'a été donné et qu'il est définitivement à toi, tu peux avoir un problème lorsqu'on vient te le reprendre, ou lorsque les conditions d'utilisation changent. Si tu sais dès le départ que c'est quelque chose qui t'est prêté et que tu vas devoir rendre, tu ne vas pas du tout développer la même relation avec ce qu'on t'a prêté par rapport à quelque chose qu'on te donne définitivement. Non. Peut-être que tu vas en prendre plus soin, peut-être que tu vas garder, conserver un certain détachement. Tu vois, ton lien va être différent. Or, ce lien, c'est la clé fondamentale de tout ce dont on en a parlé précédemment. C'est-à-dire que les scientifiques qui font des dissections sur ce corps ont eux-mêmes un rapport avec leur propre corps et une croyance sur ce qu'est le corps. Et quand on parle d'hypnose, de PNL, de psychosomatique, de sophrologie,
la façon et le lien que l'homme a développé avec son corps et sa vie, son temps, son espace qui lui est donné, est fondamental. En fonction du lien qu'on développe, on ne va pas vivre les mêmes choses. On parle là donc de relation, c'est-à-dire que pour le regard essénien, pour la conscience essénienne, l'homme n'est pas son corps. Il en fait l'expérience et il l'habite, il vit avec, il collabore. Tu vois, par exemple, je vais prendre une analogie avec un couple. C'est très facile. Si dans un couple, mari, femme ou parent-enfant, si un parent croit que son enfant lui appartient et qu'il est lui, qu'il est son prolongement, son expression, tu comprends bien qu'il ne va pas du tout se développer la même relation et les mêmes problématiques que chez un parent, dans une relation parent-enfant, où chacun existe en tant qu'entité autonome, et dans un couple aussi. Or, du point de vue essénien, tu formes un couple avec ton corps. Quelle est la nature de cette relation, de ce couple? Donc tu comprends que cette question-là n'est pas du tout un détail et que la vision essénienne change le point de départ de la démarche thérapeutique. Alors, je vais prendre un petit peu de temps pour décrire qu'est-ce que c'est un être humain. Juste pour qu'on puisse s'entendre sur qui on est, qui est l'autre, et donc qui je peux être en tant que thérapeute et qui est l'autre en tant que patient. Parce que c'est le cœur du sujet. Pour un essénien, l'homme est composé non seulement d'un corps physique, mais de pensée. C'est-à-dire que l'activité de pensée à l'intérieur d'un être humain n'est pas du tout un détail, un accessoire. Elle est absolument fondamentale et elle fait partie de sa nature propre. On ne peut absolument pas dissocier un corps physique des pensées qui l'animent, parce que l'impact des pensées sur le corps physique est majeur et l'impact des perceptions physiologiques sur les pensées est majeur. Il y a un échange fondamental et cet échange est individuel, personnel, propre à chacun de nous. La même chose pour les sentiments et la capacité de ressentir, la capacité de vouloir et les actes que l'on fait. Donc, si tu observes un homme, tu n'observes absolument pas qu'un corps physique. Ça, c'est de la dissection d'un cadavre, ce qui est très utile et intéressant et important. Il faut étudier le corps humain, mais je pense qu'on l'a déjà fait et puis que ça y est, on sait comment c'est fait. Moi, je parle d'un être humain qui est vivant, qui est animé. Tu ne peux pas du tout considérer uniquement son corps, c'est un contresens complet que tu fais. C'est un petit peu comme si tu vas chez un garagiste et que le garagiste te prenait le pouls, la tension artérielle, alors que c'est ton véhicule qui a un problème, tu comprends? On se trompe d'objet complètement. Non seulement ça, mais ce corps humain global, quand je te parle du corps humain, je te parle du corps physique, de l'ensemble des actes qu'a fait un homme, du corps énergétique, de ses désirs, de ses sentiments, de ses pensées. Tout ça, c'est le corps humain. Ce corps-là se situe dans un ensemble plus vaste. Il y a le monde naturel dans lequel il évolue et avec lequel il est en interaction. Il y a le temps. Le temps est une réalité, il n'est pas du tout un facteur qu'on peut mesurer sur sa montre. Il est une réalité dans laquelle on se situe et avec lequel on a des interactions. Il se situe dans un espace global, il se situe même dans une éternité. C'est-à-dire que le temps se situe dans une éternité. Donc, le corps physique, par exemple, ton corps physique, pense à ton corps physique, toi maintenant, ici et maintenant, ton corps. À l'intérieur de ton corps, tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, et tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu veux, tout ce que tu sens, tu comprends, c'est des univers entiers, c'est extrêmement large déjà, très riche. Donc l'anatomie physique, elle est intéressante, mais elle est vraiment un petit détail. Tout ce que tu penses, tout ça se situe dans un ensemble encore plus grand.
Et finalement, l'ensemble de ces influences, de ces interactions, se condense à travers ton corps. Ton corps est un point de condensation extraordinaire, miraculeux. Le corps est le grand miracle de l'homme et son outil d'expérience, c'est difficile de le décrire. Le corps a cette capacité de condenser un espace, un temps, des pensées, des sentiments, des désirs, des actes, dans un monde naturel et dans une éternité. C'est complètement hallucinant. C'est fascinant et exceptionnel. Et le vrai objet d'étude et d'émerveillement, il est là, je trouve. Donc, il condense tout ça et les liens qu'il y a entre toutes ces parties de toi et de la vie et de l'univers. On entend souvent parler d'énergie, de chakra, de corps spirituel. Et je trouve que c'est un petit peu risqué d'utiliser un vocabulaire comme ça parce que très facilement on tombe dans l'abstraction, la supposition, l'opinion, l'imagination. Je trouve que c'est très important d'essayer de ramener ça à des choses réelles et perceptibles par tout le monde. Je n'aime pas trop l'idée que certaines personnes verraient des choses vraies que toi tu ne vois pas. Je trouve que c'est dangereux, c'est très risqué ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel, mais je trouve que c'est très très dangereux, très risqué. Ça peut développer euh, un lien et une perception du réel déformée dans laquelle la perception d'une autre personne devient ta réalité. On l'a déjà fait ça. On l'a déjà fait, c'est ce qu'on a reproché largement aux religions. C'est-à-dire de se faire baratiner par des êtres qui te disaient les voies du Seigneur sont impénétrables, Dieu il est ailleurs, il est inconnaissable, mais moi je le connais, moi je peux dire quelque chose à Dieu et toi tu ne peux pas. Jésus peut intercéder auprès de Dieu et ça tu devais le croire parce que tu n'as pas de perception réelle et directe de Jésus. Tu comprends? Toute cette dimension-là, et je trouve qu'elle est très délicate parce que c'est la porte ouverte à beaucoup d'imagination, à une perte de pouvoir et d'autonomie des êtres humains. Et la voie essénienne n'enseigne pas ça. L'enseignement essénien est basé sur une perception du réel et de la nature, et pas du tout sur une affirmation de choses hypothétiques dont la perception passe par une autre personne que toi. Donc, tu vois, je t'ai représenté ici, il y a une vie une unité originelle, qui, d'une certaine manière, ne nous intéresse pas parce que nous ne vivons pas dans cette unité. Nous vivons dans une multiplicité des expressions de vie, une biodiversité extraordinaire. Dieu aime la diversité des expressions de vie, l'unicité de chaque être, et il est le garant et le gardien d'une harmonieuse cohabitation de toutes les formes de vie. Donc, plus la vie s'exprime et plus elle est fragmentée et diverse, dans une harmonie permanente. C'est ça le miracle complètement hallucinant. Le corps humain condense d'ailleurs cela, puisque dans le corps humain, tu as des systèmes. Le système lymphatique, le système digestif, le système respiratoire, le système cardiovasculaire. Tu as des systèmes qui cohabitent et qui sont totalement différents. Tu as des organes totalement différents. Tu as des cellules totalement différentes. Et pourtant, ensemble, elles forment un ensemble cohérent. Du point de vue essénien, toutes les manifestations de la création forment un organisme. Donc il y a ce mystère de la vie unité, de l'un, qui s'exprime de manière diverse et qui se manifeste dans une... J'ai pris le mot fragmentation parce que ce n'est pas forcément un mot négatif, mais une expression multiple de la vie. À l'intérieur de toi, il y a
des croyances, des pensées, des sens, des perceptions, des désirs, mais à l'intérieur de toi, il y a aussi le monde animal. Chacun de nous a une nature animale. Chacun de nous a une nature végétale. Il y a une force végétale dans le corps. On la retrouve dans beaucoup de médecines. Beaucoup de médecines ont parlé de ça. Il y a une force minérale. Ça, c'est pas difficile à voir dans le corps. Et finalement, nous sommes, en tant qu'êtres humains, nous faisons une expérience globale et le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, le monde des désirs, le monde des sentiments, des sens, le monde des pensées, le monde des croyances, sont autant d'univers avec lesquels on est en interaction intime et qui nous constituent pour une part. Donc, du point de vue essénien, l'être humain n'est pas du tout une chose. Et on pourrait même dire qu'il n'existe pas en tant que tel parce qu'il est un amalgame unique, spécifique à chacun de toutes ces choses. Donc, quand on parle de corps énergétique, de corps subtil, de chakras, de plans vibratoires, tout ce langage qu'on développe pour essayer de nommer les choses, je comprends qu'on veut essayer de dire, mais le pendant, pour moi, l'inconvénient de ce langage-là, ça peut être une perte de contact avec la réalité et avec les choses avec lesquelles nous sommes en prise directe. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de toute façon dans cette conférence, mais par exemple, juste pour te donner un exemple, il existe un parallèle entre les désirs, la volonté, ce que tu peux expérimenter en tant qu'envie, en tant que désir, et le monde végétal à l'intérieur de toi. Le monde végétal existe sous la forme de désir et d'envie. Il se peut tout à fait qu'une personne ait des perceptions, une façon de voir les choses, et qui peut te décrire une couleur, qui peut te décrire une forme de vie. Mais ce n'est qu'une façon de voir. Ce n'est qu'un... Tu vois, par exemple, si tu étais un méga scientifique matérialiste formé à l'anatomie humaine et que tu enlèves le reste de ton âme, tu ne deviens que le grand livre de l'anatomie humaine, tu vois, qu'on peut trouver dans les librairies, le grand, je sais pas quoi, le grand Larousse de l'anatomie humaine. Imagine que tu limites entièrement ta vie à cette façon de voir les choses et à cette perception. Maintenant, regarde quelqu'un qui vit avec toi. Regarde ton animal, regarde ton voisin, regarde ton enfant, regarde ton conjoint, regarde ton parent. Mais regarde-le uniquement avec le point de vue du livre de la description anatomique. Tu vas t'apercevoir que lorsque tu vois un enfant, tu ne vas pas dire je vois un enfant avec un prénom, avec une émotion, avec une envie, avec une attitude. Tu ne vois plus tout ça. Tu vas décrire un corps physique qui bouge. Tu vois, tu peux énormément réduire tes perceptions à un seul aspect de toi-même. Ce dont je te parle ici, ce que je te décris comme vision essénienne, c'est que nous avons des perceptions, nous avons des sensations, nous avons des compréhensions beaucoup, beaucoup plus larges que nous pensons. Il y a à l'intérieur de toi une vie végétale et tu es en rapport avec le monde végétal. Et je pourrais très bien te dire, c'est ton chakra de telle couleur et tout ça. Mais tu vois, à ce moment-là, j'emploierais un langage qui risquerait de te séparer de la perception de toi-même. Je pourrais, moi, avoir cette perception d'un chakra, d'un centre énergétique, par exemple, sur toi ou sur moi. Et je pourrais te le décrire de cette façon-là. Mais je trouve que si j'emploie ce langage, je risque de te déconnecter de la simplicité de la vie, par exemple, qui pourrait être les plantes et le monde végétal autour de toi. Et si tu développes une autre conscience avec le monde végétal, tu vas t'apercevoir que lorsque tu veux quelque chose, c'est une énergie végétale et que d'un certain point de vue, tu es une plante et tu es en croissance. Je rajoute encore des couches, des strates, des couches atmosphériques, un contexte, un environnement
Il y a le corps de l'homme, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur dont je viens de parler. Ça se situe, par exemple, tu vois, j'ai voulu représenter un petit peu tout ce qui peut t'entourer, si on voulait le représenter. Tu es dans un lieu géographique. Ce lieu géographique t'influence. Tu es influencé par la terre sur laquelle tu marches. Selon le ciel sous lequel tu vis, tu ne vis pas pareil. Tu n'as pas les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes inspirations, les mêmes conditionnements. Tu es bien sûr dans une lignée familiale, ça c'est absolument énorme. Tu te situes toi-même dans une lignée, tu es porteur de mémoire. Selon ta lignée, tu n'es pas le même. Tu es dans un milieu social qui t'influence selon le pays dans lequel tu vis. Tu n'as pas les mêmes croyances, les mêmes préoccupations. Va aujourd'hui demander à un Italien, un Chinois, un Congolais, un Brésilien, un Américain, quels sont les grands sujets en ce moment d'actualité, les choses qui le préoccupent, probablement que tu auras des réponses différentes. Ça veut dire que la vie intérieure peut être en partie, je ne dis pas en totalité, hein, mais en partie animée par ce qui préoccupe ta société. La société dans laquelle tu vis est en partie à l'origine de ce qui te préoccupe et t'intéresse, de ce que tu veux, de ce que tu penses. Il y a aussi ce que les anciens, les Grecs appelaient les éons, c'est-à-dire l'époque dans laquelle tu vis. Ça, c'est très facile à voir aujourd'hui parce que les changements sont très rapides. D'une génération à l'autre, nous n'avons pas les mêmes priorités. Va demander, interview un homme des années 20, 1920. Qu'est-ce que c'est être un homme? Pose la même question à un homme de 1980. Qu'est-ce que c'est être un homme? Tu ne vas pas du tout avoir la même réponse, parce qu'il a un conditionnement qui est issu de l'époque dans laquelle il vit. Si tu connais un petit peu l'astrologie, tu sais que nous sommes aussi sous l'influence de vibrations qui viennent des étoiles, et que nous nous baladons dans l'univers, et que nous recevons des influences de planètes, de constellations. Nous sommes sous influence, l'influence des saisons. Et bien sûr, nous sommes sous l'influence et reliés avec des échanges au niveau de l'univers entier. Donc, ton corps est un microcosme, une représentation, une condensation, un carrefour, un lieu de convergence de la totalité de ces influences, de ces dialogues, de ces échanges, du macrocosme. Mais qui es-tu toi? Est-ce que tu es un corps physique? Est-ce que tu es le corps physique avec ses pensées, ses sentiments, ses désirs? Est-ce que tu as déjà fait l'expérience de ton macro-corps? Est-ce que tu as déjà fait des expériences, par exemple de ta lignée familiale, d'avoir tout d'un coup perçu qu'à l'intérieur de toi, tu avais une tendance, tu avais une sensibilité qui n'était pas vraiment la tienne, qui était due à ton appartenance à une famille? Est-ce que tu as déjà fait des expériences de saison? Tu vois, tu te retrouves à l'automne, tu te retrouves à l'été, et tu as toujours le même sentiment qui vient à ces saisons. Tu vois, est-ce que tu as fait l'expérience de ton corps macro? Ou est-ce que tu vis uniquement dans ton corps micro? Ça, c'est des choses qui sont importantes et qui sont une base fondamentale de connaissance de l'être humain. Si tu veux être un thérapeute essénien, tu dois nécessairement avoir fait des expériences profondes à ce niveau-là, qui vont toi te replacer dans un ensemble beaucoup plus grand. Et ainsi, quand tu vas t'approcher de l'autre avec la prétention de l'aider, tu vas aussi le replacer dans un ensemble beaucoup plus grand. Je vous ai montré ici une représentation qui est très importante pour les Esséniens. On la retrouve sous le symbole chez les Juifs de la menorah. Vous savez, c'est le chandelier à 7 branches. Hein, il y en a 7. Vous en trouvez aussi à 9 branches, parce que quand il y a eu la destruction, la deuxième destruction du temple de Jérusalem par les Romains, il a été décrété par les prêtres juifs qu'on ne représenterait plus la menorah à 7 branches, mais on la ferait à 9, parce qu'on voulait toujours se souvenir qu'on avait perdu la grande menorah à 7 branches du temple, et qu'on pourrait refaire la menorah à 7 branches quand
le peuple juif serait restauré dans son autorité, dans son autonomie, dans sa liberté sur ces terres. C'est ce que j'ai lu, hein. Je ne suis pas de culture hébraïque. Ce savoir, cette vision, tu peux retourner hein, ce que j'ai représenté ici dans ce sens-là comme une menorah, tu peux le retourner, à ce moment-là tu as l'arc-en-ciel, et tu as cette phrase de l'Éternel après le déluge qui dit à Noé, qui fait apparaître l'arc-en-ciel, et qui dit c'est le signe de notre alliance. Ça c'est quelque chose de très important dans l'enseignement essénien, je ne vais pas en parler parce que c'est très vaste, mais ce que je représente ici c'est très très essentiel parce que c'est une façon synthétique de représenter tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant, c'est que l'homme se situe dans un tout, dans un ensemble, et il a une position à jouer, il a un rôle à jouer. Il est situé entre trois règnes visibles extérieurs, qui sont les végétaux, les minéraux et les animaux. Hein. Donc, dans l'ordre, les minéraux, les végétaux, les animaux, l'homme. Et il se situe entre trois règnes plus subtils, qui sont des formes de vie aussi différentes, j'insiste, aussi différentes que des pierres, des plantes ou des animaux. Donc là, on parle des expressions de vie. Alors tu vois, je t'ai écrit la vie vertu, c'est-à-dire la force. Dans le mot latin vertu, ça veut dire la force qui vient de ton centre. C'est une forme de vie que on a appelée à l'époque des grands théurges grecs angelos, c'est-à-dire les anges. Tu comprends, c'est une autre forme de vie. Donc tu ne peux pas te représenter un ange comme un être humain avec des ailes. Ça, oui, tu peux si tu veux, mais si tu veux, c'est comme si tu voulais représenter les animaux, comme un être humain à quatre pattes avec des poils. Si tu veux, tu peux si tu veux, mais c'est très très limité. Et là, tu vas avoir un problème, c'est que après, tu as la forme de vie qui sont les lois de l'univers. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui sont des lois. Ils existent et ils sont une loi de l'univers. On appelle ça dans l'ancienne théurgie les archanges. Donc tu vois encore que tu ne peux absolument pas représenter, que je trouve ça tout à fait drôle, hein, risible, des archanges comme des hommes qui sortent du gym avec des pectoraux, et puis des abdos, et puis une épée, et puis des grandes ailes, euh, parce que c'est comme si tu voulais représenter le monde végétal, tu vois, c'est encore un autre monde. Je sais pas moi, comme un homme recouvert de feuilles en disant voilà, ça c'est les végétaux. C'est des visions anthropomorphiques, on projette complètement des imaginations humaines. Ce sont d'autres formes de vie, complètement, qui vivent dans d'autres espaces-temps. Et il y a bien sûr les principes, qu'on appelle aussi les divinités, les dieux. Donc ce sont les principes originels des choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, juste pour te dire que l'homme se situe dans ce monde. Il est une des couleurs du monde. Et l'homme la spécificité de l'homme, c'est la conscience individuelle, mais c'est aussi son... Tu sais, c'est comme souvent chez les gens ont un talent, un don, mais c'est en même temps leur problème. Parce qu'il faut le gérer, il faut que ce soit bien équilibré, il faut que ce soit dosé. Tu peux pas... tu vois, quelqu'un qui est gentil, s'il est trop gentil, c'est un problème. Quelqu'un qui est courageux, s'il est trop courageux, il devient téméraire et il fait n'importe quoi. Tu vois, quelqu'un qui anticipe, quelqu'un qui a cette capacité, ce don d'anticiper les choses, il peut devenir anxieux, il peut devenir avare, par peur, par excès d'anticipation. Tu vois, et de la même manière, l'être humain a cette capacité d'être conscient des choses. Mais le poison, je pourrais dire, qui est contenu dans ce... Parce que c'est la dose hein, qui fait le poison. Ça, c'est Hippocrate qui dit ça. Hein. La dose fait le poison. Si tu as trop de conscience de toi-même, tu peux développer la croyance, l'illusion dans ta perception que tu es séparé du reste. Et on le voit aujourd'hui quand même assez fort. Hein. L'humain peut développer la croyance qu'il n'est pas la nature, qu'il n'est pas les vertus, qu'il n'est pas les lois de la vie, qu'il est autre chose. Tu comprends bien que s'il y a cet excès, on rentre dans un déséquilibre. Or, la santé n'existe pas en elle-même. La santé, c'est l'expression, la manifestation naturelle de l'équilibre, en toute chose. Donc tu vois, la santé, c'est pas un dogme particulier des standards, des normes. La santé, c'est un équilibre global.
je vais faire une petite parenthèse, mais des personnes me disent parfois qu'elles elles ont une tension artérielle trop forte, parce qu'elles sont au-dessus des normes. Mais si, par exemple, aujourd'hui, tu as 50 ans et que pour la première fois, on te prend ta tension et qu'on te dit que tu fais de la haute tension, tu fais de la haute pression, de la haute tension artérielle, c'est très important d'avoir eu une idée avant, parce que peut-être que toi, toute ta vie, tu as eu une tension très haute et que c'est ta norme à toi. Si tu n'as pas de symptômes et si tu n'es pas dans des valeurs extrêmes, ça se peut tout à fait que pour toi, une tension de 14 soit naturelle. Tu comprends? Il faut toujours regarder par rapport à ta norme à toi, à ton équilibre à toi. Encore une fois, bien sûr qu'il y a des normes absolues. Je veux dire, une fois que tu rentres dans des extrêmes, n'importe quel être humain, n'importe quel corps va lâcher. Mais je trouve que c'est important de replacer toujours cette idée de valeur d'équilibre. C'est l'idée des normes médicales, hein, mais la valeur d'équilibre, de la replacer dans un contexte individuel personnel. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes valeurs d'équilibre. Donc, tu comprends que quand tu regardes un corps humain et une personne, tu regardes une personne humaine en prenant en compte ses désirs, son passé, ses sentiments, ce qui la préoccupe, c'est tout ça, son attitude mentale par rapport à la vie, ses croyances sur la vie. Tu comprends que tu dois élargir encore plus ta conception pour replacer un individu dans un contexte global. Et je trouve que souvent, très très souvent, parce que nous-mêmes, on est persuadés et on a cette perception sensorielle très forte d'être des individus séparés, souvent on a tendance à considérer les autres êtres humains et à les observer et à leur apporter de l'intérêt, même en tant que thérapeute, d'une façon complètement isolée et séparée du reste, séparée du temps, séparée de l'espace, séparée de la nature. Tu vois, pour un Essénien, ce n'est pas parce que tu as la forme d'un homme que tu es un être humain. L'humanité, c'est quelque chose qui doit se conquérir, qui doit se faire. C'est un potentiel. Il y a au-dessus de chacun de nous une conscience supérieure universelle. Certains êtres la touchent. Toi-même, tu en as peut-être fait des expériences à des moments de ta vie. Euh, Beaucoup de gens qui prennent des drogues cherchent à faire cette expérience d'unité, de connexion, d'harmonie, parce qu'ils souffrent de la déconnexion et de l'isolement. Donc, je t'ai représenté ici un peu la dichotomie les deux expériences humaines qu'on peut faire. Quand tu es réuni à la conscience supérieure originelle, tu vois, j'ai pas mis les petites croix qui séparent, tu es dans un monde vrai et réel. Tu as nécessairement une activité mentale et des pensées qui sont vraies. Tu as des sentiments qui sont vrais. Tu as des désirs qui sont vrais et tu vas faire des actes naturels. Tu es un homme vivant sous le ciel. Quand tu es fabriqué par un monde artificiel, parce que tu es séparé de la conscience supérieure originelle, tu vas avoir des pensées artificielles, parce que tu es issu d'un monde artificiel. Tu vas avoir des sentiments et des perceptions artificielles. Tu comprends, c'est un peu... je vais prendre une analogie un peu extrême, mais si tu es né dans un poulailler et tu vas avoir des perceptions d'existence liées à ta condition d'être exploité et enfermé, tu comprends? Donc, ce que tu veux faire comme expérience, toi, en tant qu'être vivant, est nécessairement conditionné par le fait que tu vis dans un monde artificiel et conditionné. Ça ne peut pas être autrement. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que l'on appelle civilisation, culture, progrès, science, le simple fait qu'on croit être en 2020, c'est très révélateur. On n'est pas en 2020. Ça n'existe pas 2020. On est aujourd'hui, ici. Et je pense que très largement, nous sommes issus d'un monde artificiel.
Et tu vois, ça ressemble à ça, un homme artificiel. Je vous l'ai déjà dit, je pense, dans des conférences où, d'une certaine manière, du point de vue de la Terre, l'homme est hors sol. Il est devenu une créature hors sol. Il n'est plus suffisamment en contact réel avec la nature. La nature n'arrive plus à pénétrer à l'intérieur de lui, à vivre avec lui. Et il a trop peu d'interaction avec l'environnement naturel. Donc tu vois, il y aurait une organisation intelligente de la vie à l'origine de tout, très profondément à l'intérieur de toi. Mais il y a comme une séparation et une cassure qui fait que nous vivons énormément séparés de qui nous sommes réellement et de ce qu'est réellement la vie et la nature. Alors nous fabriquons des idées, nous fabriquons des lois, nous fabriquons des imaginations, des religions, des philosophies, nous essayons d'expliquer la vie. Nous fabriquons une science, on appelle ça la science, mais on voit bien où elle nous a menés jusqu'à aujourd'hui. Elle est complètement, elle est incomplète. Et là, ce qui se passe, c'est que, mets-toi du point de vue du cosmos, de l'univers, de la nature, parce que finalement l'homme est une infime créature, c'est une petite créature, il y en a quelques-uns sur la Terre, et dans l'univers, il y en a très très peu, tu comprends, par rapport à la totalité de la création. Parce que finalement, les plantes, les pierres, les animaux, toutes les formes de vie ont leur vie à vivre. Pourquoi les problèmes de l'homme seraient tellement importants qu'il faudrait que l'univers s'arrête pour s'y intéresser et les régler? Qu'est-ce que va faire la vie? Regarde ce que fait ton corps. Quand il y a un déséquilibre au niveau de ta santé, ton corps a deux façons de réagir. Soit il essaye de s'en débarrasser, soit il essaye de l'équilibrer, donc de le guérir. Il n'y a que ces deux mouvements fondamentaux qu'on appelle la santé. Donc si l'homme devient un kyste dans la création, s'il devient une tumeur dans la création, un corps étranger, une écharde, une épine dans la création, l'univers va soit essayer de le dissoudre, donc de le détruire, soit de le guérir, et dans ce cas-là, ça pourrait être de s'en débarrasser, de le faire sortir du corps. Ça voudrait dire, tu peux exister, mais pas à l'intérieur de moi, tu peux exister ailleurs. Et souvent, je pense même que c'est tout le temps, j'essaye d'éviter les absolus parce qu'il y a toujours des cas à part, mais je trouve que très très souvent, ce que l'on vit comme problème, comme souffrance, comme déséquilibre, n'est que le résultat de ce que la vie est en train de faire, soit en nous guérissant, c'est-à-dire en modifiant notre façon d'être, soit en essayant de se débarrasser de nous, parce qu'on devient trop problématique. Et je trouve que ça fait du bien de sortir de notre petit nombril d'être humain pour prendre le point de vue des autres et comprendre le point de vue de la vie et de l'univers. C'est pas du tout nouveau, la tradition essénienne exprimait déjà ça dans la Genèse, dans l'Ancien Testament de la Bible, cette fameuse histoire de Adam et Ève et la pomme, qui a été tellement maltraitée et réduite à quelque chose de complètement ridicule. À un moment donné, donc, Adam se cache, et l'Éternel lui demande pourquoi il se cache, et Adam répond parce que je suis nu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un moment où l'humanité s'est perçue elle-même comme imparfaite, comme avec un manque, quelque chose qu'il fallait arranger, une imperfection. À partir du moment où nous, les humains, nous, l'humanité, nous nous sommes perçus comme des créatures avec un manque, avec un vide, on trouve ça aussi dans des mythes grecs anciens, notamment Hésiode, je pense, qui rapporte ce mythe au début de la création des humains. Les humains étaient des panses vides. Alors des panses dans le sens de estomac, hein, une panse, un ventre. Les humains étaient des ventres vides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a eu un sentiment de manque et d'absence et de vide à combler qui est apparu à l'intérieur de l'humanité.
Or, ils décrivent ça que dans la création, la Genèse, c'est la création, ça veut dire que c'est extrêmement ancien. Et que nous, aujourd'hui, nous sommes les descendants de cette façon d'être un être humain sur la Terre, avec cette perception permanente, ce sentiment permanent de manque, d'imperfection, qu'il faut faire quelque chose, rajouter quelque chose, pour combler ce vide, ce manque, quelque chose qui n'est pas bien fait dans notre nature. Et c'est ce qu'on a appelé ensuite la civilisation. On a développé tout un tas de choses pour essayer de réparer l'erreur de la création, de notre existence. Donc j'ai mis ces deux colonnes toujours avec le jardin d'Éden et ce que les Esséniens appellent le monde de l'homme, c'est-à-dire un monde fabriqué justement dans cette quête folle d'essayer de réparer quelque chose qui serait mal fait, qui finalement ne fait qu'engendrer des choses artificielles, des pensées artificielles, des sentiments artificiels, des désirs artificiels. Le problème, c'est que ça résulte dans quoi? Des actes artificiels. Nous sommes en train de mettre au monde tout un monde artificiel dont la nature, le réel, ne sait pas quoi faire. Vous voyez, je me souviens très bien quand je commençais à étudier l'enseignement essénien, j'avais cette croyance très fréquente chez les personnes spirituelles que l'humanité était matérialiste, que les humains étaient matérialistes, qu'il n'y a que leur corps, leur bien-être corporel qui les préoccupait, qu'ils se souciaient trop du matériel, et que moi, au contraire, je me souciais du spirituel. Et puis, au fil de mes initiations, de mes expériences, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le cas. Ça a été un choc quand même parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout en relation réelle avec mon corps et que j'étais un étranger pour mon corps. Et que ce que je pensais être matérialiste, c'est-à-dire ce que je voyais à l'extérieur de moi, de se préoccuper de son corps, de pas vouloir être malade, de, je sais pas moi, faire du sport pour être en bonne santé, de mettre de l'argent pour être beau, pour être bien habillé, tout ça. Ce que moi je jugeais comme un intérêt matérialiste accordé au corps, en fait, c'était pas du tout matérialiste, parce que la vraie matière, c'est la terre et c'est la nature. Donc ton corps est naturel. La matière est naturelle et réelle. Et voyez, pour illustrer mon point, je veux prendre deux illustrations. Quand mon grand-père était encore un jeune homme, il pouvait à Paris aller au jardin d'acclimatation pour voir des Indiens Galibi qui étaient mis en exposition. C'est-à-dire qu'on avait fait venir des Indiens d'Amazonie, je pense, ou de Guyane française. On les faisait habiller de manière traditionnelle et ils payaient pour aller les voir donc, comme au jardin zoologique, hein, comme des animaux. Et donc j'imagine très bien l'état d'esprit des Français, hein, c'est dans les années 20-30, euh, qui se considèrent comme des êtres civilisés, cultivés, donc des humains, et qui voient ces créatures en face d'eux, et ils se disent qu'ils ne sont pas des êtres humains, ils n'ont pas de civilisation, pas d'écriture, pas de culture, bon, pas de religion organisée, tout ça, tout ce qui constitue la civilisation et le fait d'être un être humain. Et je me dis, c'est il n'y a pas longtemps, hein. C'est mon grand-père qui a vu ça, que j'ai bien connu. Donc il avait cet état de conscience. Et il l'avait parce qu'il vivait, comme on a vu tout à l'heure, dans une famille, dans une religion, dans une culture, à une époque. Tu comprends, il était complètement conditionné. Et je me dis, quoi, 100 ans plus tard 100 ans plus tard, c'est rien quand même. À l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est rien. Je me dis, tiens, retournons voir les Indiens Galibi, à quoi ça ressemble aujourd'hui. Et qu'est-ce que finalement ce blanc parisien tellement cultivé, civilisé, qui a la science, qui a les vaccins pour ne pas mourir, qui a des médicaments, qui a des avions, tu comprends? Qu'est-ce que finalement on a pu apporter aux Indiens Galibi? Et je trouve que cette illustration est très représentative. Alors bien sûr, je dresse des traits un peu épais, mais quand même. Euh, Finalement, c'est quoi être un homme? Tu comprends? Ça veut dire que la culture de mon grand-père, que moi j'estimais matérialiste, elle donne ça. Elle donne un amas de détritus en Amazonie et les Indiens qui vivent bourrés de plastique et qui sont en train de détruire leur environnement.
Et probablement, maintenant qu'ils vivent dans des maisons, ils ont Internet, ils ont leur téléphone portable et tout ça, hein, faut pas rêver en couleur. Maintenant, c'est ça l'Amazonie. Et je me suis dit, finalement, mon grand-père et la culture française, que je jugeais matérialiste, n'étaient pas du tout matérialistes. Parce que si elle avait été matérialiste, elle aurait vu le réel. Et elle aurait tout de suite vu que les Indiens Galibi étaient beaucoup plus près de la réalité de la matière que les Occidentaux. Les Occidentaux, avec leurs rêves de plastique, de vie urbaine, la médecine qu'ils ont développée, se sont complètement éloignés de la matière. Et au contraire, ils ne sont pas du tout matérialistes. Ils sont, je ne sais pas, des rêveurs. Ils fantasment. Ils sont complètement hallucinés. Ils sont hypnotisés. Hypnotisés totalement. Est-ce qu'une personne hypnotisée est dans le réel? Et je me dis, finalement, la vie occidentale, qu'on dit couramment qu'elle est matérialiste, par opposition aux spiritualistes, c'est un fantasme total. J'aime beaucoup l'expression développement durable, parce que c'est à l'évidence un fantasme complet. Le développement durable n'existe pas. C'est comme si tu voulais continuer à manger au McDonald's tous les jours et être en bonne santé. Tu comprends? C'est un non-sens. On sait très bien que la nourriture fast-food, les excès de sucre, etc., c'est mathématique, ils vont nécessairement ne pas être gérés par ton corps. Ça serait impossible. Que tu me dises, oui, mais on va trouver des médicaments, on va faire des hamburgers bio et tout ça, bon, peut-être, mais je pense que c'est juste une fuite en avant de vouloir rester enfermé dans notre fantasme. Et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait dire que l'Occident n'est pas matérialiste. C'est faux. Parce que la matière, c'est noble, la matière est divine, la matière est l'expression du divin. Et je trouve ça très dangereux, cette vision de spiritualité, matérialité, spiritualisme et matérialiste. Je trouve que ça va encore une fois nous mener nulle part. Nous devons récupérer la matière et dire que la terre est divine et que personne n'a le droit de la toucher. La terre et la matière n'appartiennent pas au gouvernement et aux entreprises qui veulent juste l'exploiter. Tu comprends? Le point de vue essénien n'abandonne pas la matière, au contraire. Pour moi, l'enseignement essénien est le champion du matérialisme, parce que c'est une vraie relation à la matière, à la terre et au corps physique. Parce que cette idée d'opposer les matérialistes et les spiritualistes risque largement de placer le corps en défaut d'attention et d'intérêt. Et je trouve qu'on trouve souvent ça dans une approche spirituelle de la santé, de la guérison. L'homme a fait de son corps un esclave. En français, on dirait un chien dans le mauvais sens du terme, justement, pas un chien, mais c'est un esclave, un objet dans le mauvais sens du terme, jetable. D'ailleurs, c'est très révélateur, on fonctionne uniquement avec du jetable, et l'être humain est devenu jetable, on dit nul n'est irremplaçable, ce qui est complètement faux, c'est une manière de dire que l'homme est devenu jetable. Et qu'est-ce que ça fait? Lorsque l'homme, si tu veux, tu nais dans une culture qui t'envoie le message que tu es jetable, que tu es remplaçable, que tu es mortel, euh, que tu es séparé de la terre et du réel, et des générations précédentes, tu n'as pas de compte à rendre, tu t'inscris, toi, tu fais une expérience de liberté absolue, sans compte à rendre à tes ancêtres ni à ta descendance. Je trouve que ça a engendré en grande partie des désirs complètement fantasmés, des pensées fantasmées. Tu comprends? J'ai entendu un homme qui disait oui, il y a un continent, il y a une masse de plastique colossale dans l'océan, c'est pas grave, on va développer des technologies pour nettoyer l'océan. Pour moi, c'est une pensée fantasmée, complètement imaginaire, qui ne va rien résoudre du tout. Donc après, ça fait un homme artificiel. Et bien sûr, l'homme, c'est génial de penser comme ça parce que tu t'autorises à faire tout ce que tu veux avec les gens et les créatures autour de toi. Tu comprends? Tu peux faire sauter une montagne, tu peux détruire les Indiens. Les Indiens, tu les prends, tu les mets dans des maisons préfabriquées, toi, tu prends le territoire et tu crées une mine d'or, par exemple. Tu as toute latitude.
Quand tu n'as plus des pensées naturelles, des sentiments vrais et naturels, des désirs vrais, tu as un manque quand même. La nature te manque énormément. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est révélateur quand on voit tous ces documentaires et cette qualité d'image qu'on a sur la nature. On voit les oiseaux de paradis, on voit des poissons multicolores dans les fonds des océans, on voit ce qu'on ne peut pas voir, ce qu'on ne peut pas voir naturellement. On n'arrête pas de regarder de plus en plus la nature. Alors tu te dis, aujourd'hui c'est la 4K, demain ça sera la 150K. Au bout d'un moment, ça va être quoi? On va t'implanter des puces dans les yeux pour que tu vois dans ton aire optique directement la nature, tu vois. Moins tu as de perception réelle, moins tu as de sensibilité naturelle, plus on t'en met en couleur et en ultra haute définition. Je trouve que c'est très très révélateur. Et du coup, je pense qu'on rêve l'écologie, on ne la vit pas du tout, on la rêve. Et on compte beaucoup sur nos gouvernements pour faire ce qu'il faut. Tu te souviens, je t'ai dit qu'il y avait un lien entre les désirs, les sentiments, les pensées, les actes, et puis les règnes, le monde. Donc là, je t'ai mis par exemple une correspondance, c'est-à-dire que tes actes, normalement, sont en harmonie totale avec le monde minéral. Les actes, c'est tout ce que tu fais toute la journée. Tes désirs sont en harmonie parfaite avec le monde végétal. Donc par exemple, tu vas interroger le monde végétal sur quelque chose que tu veux, sur même tout ce que tu veux, tout ce qui vit dans ta volonté, tous tes désirs, toutes tes envies. Est-ce que toutes tes envies et tous tes désirs sont en accord parfait avec le monde végétal? Tu vois, ça serait ça la vraie vie, la belle vie. Si on faisait ça, on n'aurait pas besoin de faire des lois pour l'écologie parce qu'on aurait une perception naturelle de l'écologie. Jamais on ne jetterait un morceau de plastique dans l'eau. Jamais, jamais. Ça serait impensable. D'ailleurs, on ne voudrait même pas toucher du plastique. Notre corps le refuserait. Ben, en réalité, il le refuse, notre corps, mais on ne le perçoit plus. Alors, tu comprends, dans un monde comme ça, qui est un peu en décomposition, ultra dur, froid, avec une perception, un discours sur la vie qui est très très matérialiste, justement, faussement matérialiste, euh, je comprends que par réflexe, tu veuilles prendre le contre-pied de ça. Tu veuilles t'éloigner de ça et faire justement complètement l'opposé. Donc c'est ce que j'ai représenté ici, c'est que quand tu ouvres les yeux sur les excès de la médecine issus de la dissection, les laboratoires le Big Pharma en général, tu comprends tout ça. Je parle des excès, ok? Nécessairement, tu vas prendre le contre-pied, faire le mouvement opposé qui serait d'aller vers une médecine complètement étrangère à tout ça. Donc, non basée sur la physiologie et l'anatomie humaine, une médecine elfique, tu vois, hyper éthérée, basée sur des choses complètement différentes. Alors, je t'ai mis une illustration que j'aime beaucoup, là, de cette femme qui a des ailes et qui vole dans un arc-en-ciel. Je comprends que c'est une réaction naturelle. Mais pour moi, on peut tout à fait faire les deux et être dans un monde artificiel. Tu peux avoir des pensées artificielles à droite ou à gauche de cette illustration. Ça n'en reste pas moins artificiel. Et tu vas faire des actes artificiels. La base fondamentale de la thérapie essénienne, d'un thérapeute essénien, c'est lui. Et un être humain, tu vois, je l'ai représenté ici sous forme de la roue médecine essénienne. C'est-à-dire que cette roue médecine, c'est toi. C'est moi. Chaque être est cette roue. Sauf que là, c'est la roue médecine idéale, c'est-à-dire qu'elle est parfaitement harmonieuse. Pourquoi? Parce que tu vois, le centre du cercle, il y a un point, je t'ai marqué Dieu un. C'est un synonyme, l'unité originelle, le non manifesté. Enfin, le manifesté puisque c'est un point, mais dans l'unité. Il y a ensuite les expressions progressives de la vie, à l'intérieur de toi. Et tu vois que le plus extérieur, le plus élargi, c'est les actes que tu fais. Et tu sais que quand tu traces un cercle avec le compas, tu traces le cercle, c'est-à-dire que le cercle n'existe pas par lui-même, il faut le tracer.
Eh bien, quelque part, la vie entière est un cercle que tu traces. Du moment où tu nais au moment où tu meurs, la boucle se boucle. Tu fermes le cercle. Or, qu'est-ce que c'est un cercle? Un cercle, c'est un ensemble de points, de jours, de moments, d'instants, qui est à la même distance du point central. Non? Sinon, c'est pas un cercle. Sinon, c'est une forme. Le propre d'un cercle, c'est qu'il y a exactement le même rapport, donc la même distance entre le divin et l'acte, tous les jours, toute la vie. Donc, tu comprends, la roue médecine essénienne, c'est un idéal. C'est la vision, c'est un objet de concentration, une méditation permanente. Aujourd'hui, quelle est la distance qui me sépare du divin à l'intérieur de moi, dans mes actes, dans ce que je fais avec mon corps? Quelle est la distance? Peut-être que hier j'étais plus proche, aujourd'hui je suis plus loin. À ce moment-là, on n'est plus dans un cercle, on fait une forme variable. Peut-être qu'à un moment j'étais extrêmement proche et à un moment je suis extrêmement loin. Qu'est-ce qui sépare, regarde la roue médecine, tu vois les pensées, les sentiments, les désirs. Qu'est-ce qui sépare une pensée que tu as du divin? Et quel est le rapport entre cette pensée et tes actes? Est-ce que le rapport est harmonieux et régulier? Tu vois, la géométrie sacrée, c'est ça. Je comprends, je trouve que c'est intéressant de savoir quelle est la distance qui sépare Karnak de Cusco et puis les lignes que ça fait sur la Terre, sur le globe. Mais une fois que tu as compris que les anciens nous ont laissé des traces et un langage pour nous dire un message et nous permettre de nous réveiller, je trouve que ça vaut pas plus la peine que ça d'investiguer. Ou alors c'est pour passer le temps. La vraie géométrie sacrée, elle est intérieure. Si tu étudies les cathédrales et les proportions et le nombre d'or, mais que tu n'appliques pas cette science de la construction dans ta propre vie, et que tu n'appliques pas le nombre d'or dans ta vie, ça n'a aucun intérêt. Et les constructeurs, des bâtisseurs de cathédrales qui t'ont livré un message, tu n'entends pas leur message et tu ne le mets pas en application. Ils n'ont pas fait les cathédrales pour qu'on les étudie de fond en comble au millimètre. Ils ont voulu te dire quelque chose sur toi et sur ton rapport avec la vie. Donc un thérapeute essénien, la première chose qu'il doit faire, c'est étudier cette roue médecine et s'étudier lui, la roue médecine de sa vie à lui, et essayer de commencer à la mettre en, en forme, d'appliquer la géométrie sacrée. Ensuite, il doit mettre en relation, rétablir les liens entre sa vie intérieure, ses organes subtils, ses chakras, ses corps énergétiques, si tu veux employer ce langage, avec les chakras et les corps énergétiques du réel, de la Terre, de l'univers. Il doit remettre en relation ses désirs et le monde végétal. Donc c'est un travail sur soi de remettre de l'ordre, de restaurer la géométrie intérieure, la santé, l'équilibre, la circulation. Tu vois, c'est vraiment une vision qui se rapproche de l'ostéo, de tous les massages et tout ça, de plein de thérapies qui existent, mais aussi de la chirurgie. C'est-à-dire que si tu as un organe qui est dysfonctionnel et qu'il faut faire une manipulation physique, il faut la faire. Mais si ce problème vient d'un conflit transgénérationnel de mémoire, il faut s'y intéresser et travailler dessus. Tu comprends? Tu t'adresses à l'ensemble de ton être, mais tu veux restaurer les liens aussi avec le végétal, le minéral, l'animal, toutes les formes de vie de la création. Et finalement, tu vas t'apercevoir que ton outil de travail principal est extraordinaire, j'insiste, hein, extraordinaire, c'est ton corps physique. Le corps physique est la totalité, il résume, pendant le temps de ton incarnation, il résume la totalité de ton être et de ta relation au cosmos et à tous les règnes naturels. Il est super, méga important, il devrait être l'objet de toute ton attention, de tout ton amour, de toute ton étude, de toutes tes pratiques. Alors là, j'ai pris l'exemple de ce que moi je fais par exemple. J'étudie l'enseignement essénien.
je l'étude. Mais tu vois, étudier, c'est pas que juste je m'installe dans un fauteuil avec des bouquins, c'est que c'est une vie intérieure qui peut m'animer. C'est une vie intérieure qui m'anime. Mais je reste dans la contemplation d'un enseignement, tu vois, de principe. C'est ce que tu fais là, tu écoutes cette conférence, tu étudies, tu contemples des idées que je partage avec toi. Mais comme ton corps physique est l'instrument, il faut nécessairement que ça te touche à tous les niveaux de ton être. Et il faut mettre en pratique euh, ce que tu penses, ce que tu sais, ce que tu crois, ce que tu veux, avec ton corps. Ton corps doit absolument et nécessairement participer au processus. Et il a un très très grand pouvoir de guérison en lui-même. Donc quand je te parle de ton corps, je parle aussi de l'activité de ton corps. Donc, une fois que tu fais entrer cette étude de l'enseignement dans ton corps, après tu vas l'étudier dans ta vie, dans le réel, dans la vie quotidienne. C'est-à-dire en mettant en mouvement ton corps à travers toutes ces activités, tu étudies ta vie intérieure et les idées, par exemple de l'enseignement essénien, ça c'est ce que je fais moi. Le but étant de manifester et d'exprimer ce que tu as étudié, perçu, compris, pour le vérifier, pour le valider. Tu vois, si on avait fait ça depuis 50 ans, on aurait arrêté de fabriquer du plastique, par exemple, parce qu'on aurait eu l'honnêteté de dire que ça n'a aucun sens. Tu vois, le plastique, j'en entends parler depuis longtemps, et pourtant, depuis 20 ans, depuis l'an 2000, la consommation mondiale a doublé. Donc l'être humain n'est pas du tout dans l'expérimentation réelle de ce qu'il croit. Il veut rester dans une croyance et il veut rester dans une certitude. Et quand tu fais ça, la première chose que tu vois, j'en ai parlé un petit peu dans la conférence sur la matrice, si vous ne l'avez pas vue, c'est que tu vis énormément dans un monde organisé pour toi. Et que les hommes ont organisé pour toi ta vie. Ta vie est très très largement organisée. Ce que tu penses, ce que tu sais, ce que tu perçois, ce que tu crois, les informations qui te parviennent. Ton identité a été organisée. On t'a dit depuis que tu es petit qui tu es. On t'a donné plein d'outils pour te définir toi-même. Et en faisant ça, on t'a donné plein d'outils pour connaître la nature, tu vois, pour décrire la vie, tout ça. Et en faisant ça, on t'a largement empêché d'avoir une perception individuelle libre de la nature, du réel, de qui tu es vraiment, de ce qu'est la vie. Et on fonctionne énormément avec des préjugés. On a beaucoup de préjugés même sur ce qu'on vit. Notre couple, on a beaucoup de préjugés dessus. Euh, l'argent, on a beaucoup de préjugés sur ce qu'est l'argent. Et du coup, on ne fait pas beaucoup d'expériences, alors qu'on pourrait en faire énormément, des expériences libératrices. Du coup, tu comprends que quand c'est un monde artificiel qui t'anime en permanence, même à l'intérieur de toi, l'harmonie qui est le principe de la santé, l'équilibre, a beaucoup plus de mal à s'approcher de toi et à te toucher dans tes corps subtils. Les corps subtils, ce n'est pas des choses extraordinaires colorées, c'est tes pensées, c'est tes sentiments, c'est tes désirs, c'est les actes que tu fais. Le principe de l'harmonie, de l'équilibre naturel a beaucoup plus de mal à s'approcher de toi. Et ton corps physique, bien sûr, on n'en parle pas. Souvent, le premier réflexe qu'on a quand on s'aperçoit de ça, c'est que on va chercher des solutions en tentant d'équilibrer. Tu vois le processus que je t'ai décrit avec soit d'un côté une médecine très lourde, big pharma et tout ça, soit une médecine elfique complètement désincarnée, basée sur des choses tout à fait, des opinions et des choses invérifiables. Et je trouve que, tu vois, là j'ai remis cet homme au milieu qui est comme petit et j'ai écrit vide à l'intérieur, toujours ce même thème, hein, du vide, du manque, de l'absence, de l'incomplétude, de l'imperfection. Et tu as deux pôles principaux qui vont t'apporter des réponses, et toujours c'est cette imagination que l'autre sait mieux que toi, qu'il sait plus, et qu'il est capable de faire des choses géniales que toi tu n'es pas capable de faire. Par exemple, j'ai un ami d'enfance qui est chirurgien orthopédique spécialiste des mains, c'est sûr, lui, pour le coup, qui est capable de faire des choses que je ne suis pas capable de faire. Mais tu comprends, l'important, c'est l'attitude que je peux avoir avec lui. Si je le prends pour le sauveur, et je le regarde avec admiration,
Du coup, je renonce à mon propre jugement, ma propre évaluation des choses. Alors, ça peut être un ami, un enfant chirurgien, mais ça peut être ton président. Comment ça se fait qu'on lit dans les médias, le président a dit telle chose? En réalité, on s'en fout complètement de ce qu'il a dit. Ça n'a aucun intérêt. C'est un crétin fini. C'est un incompétent. Pourquoi on devrait lui donner sans arrêt la parole et écouter et considérer ce qu'il a dit? Le président et tout le monde, tu comprends? Je pense qu'on devrait se désintéresser de tout ça, ne plus accorder d'attention, de calories d'énergie à rien de tout ça. Arrêtez ça. Et aller chercher des personnes qui ont vraiment des compétences concrètes, réelles, vérifiables. Et on va s'apercevoir qu'on n'a pas de différence de niveau. Il y a une vraie égalité dans l'échange. Et que toi, tu as probablement des talents et des choses incroyables que tu peux faire que lui ne peut pas faire. Ou alors tu vas te tourner vers quelqu'un qui te dit « je perçois des entités, je perçois tes chakras, je perçois tes corps énergétiques, je perçois de l'invisible et je peux faire des choses extraordinaires que tu ne peux pas faire. » Et du coup, ça te met dans cette situation et ça te justifie dans ton sentiment de vide et d'incomplétude et tu te dis oh, que cette personne est extraordinaire, elle peut me dire pourquoi ceci, pourquoi cela, elle peut me donner des informations que je n'ai pas. Pour moi, c'est le même réflexe et le même fonctionnement qui n'amène pas la santé, qui ne rétablit pas l'ordre. Donc, avant de vouloir être thérapeute pour quelqu'un d'autre, puisque c'était la question qu'on me pose la plus souvent, comment devenir thérapeute essénien, avant de vouloir être thérapeute pour quelqu'un d'autre, révise, répare, revisite, restaure ta relation avec le divin, la roue médecine de ta vie. Parce que sinon, tu vas toujours chercher dans tes manques, tes échecs, tes déceptions, tu vas toujours chercher à l'extérieur de toi la ressource. Et si tu fais ça, tu vas prendre cette position et les patients qui viennent te voir vont chercher en toi la réponse. Alors que ce n'est pas une attitude saine. Tu peux très bien, je vais développer cette idée, ça ne veut pas dire que tu ne fais rien pour l'autre. Mais ça veut dire que si toi-même tu as un rapport sain dans ta roue médecine avec le divin et tous les étages de ton être et les formes de vie, tu vas avoir un rapport très sain avec l'autre, naturellement. Et même si lui, il projette sur toi des imaginations, des espoirs et tout ça, tu ne vas pas du tout prêter flanc à tout ça, tu ne vas pas développer ce genre de relation. Alors, mon conseil, toi qui veux devenir thérapeute essénien, je reviens à ce que je t'ai dit au début, considère que ton corps, tu as compris du point de vue essénien, c'est-à-dire ton corps c'est la nature, ton corps c'est l'univers, ton corps c'est ton temps de vie c'est ton corps, c'est ton espace, tes désirs c'est ton cœur c'est ton corps, tu comprends, tes sentiments, tes pensées, c'est ton corps. Considère ton corps comme un prêt qui t'est fait. Arrête de penser que c'est à toi et que tu possèdes tout ça. Bien sûr, si tu veux, tu peux suivre les méthodes esséniennes pour parvenir à ça, parce que les méthodes esséniennes sont basées sur le corps physique et la pratique de certains exercices particuliers qui ont pour but de réveiller, de restaurer ta conscience individuelle, personnelle, profonde. Et en récupérant la conscience que tu as de toi-même, tu vas récupérer la conscience globale de la création parce que tu fais partie de toute cette création. Et il y a un adage essénien qui dit « ce que tu fais en petit se fera en grand ». Donc la méthode essénienne consiste à ne pas commencer par quelque chose qui serait extraordinaire, global, total, absolu. Elle consiste par se dire « ok, qu'est-ce que j'ai à ma disposition ?» Ce qui est certain, j'ai peut-être pas les conditions, j'ai pas le calme, je suis pas dans la nature, super zen. Tu comprends? J'ai pas les conditions, mais il y a quelque chose que j'ai toujours, c'est mon corps. Mon corps, je peux toujours l'utiliser pour travailler et mettre en mouvement, déclencher des énergies et des processus. Je vais le faire jusqu'à provoquer un mouvement d'énergie subtile. Ce n'est pas à quelqu'un de le faire sur toi, c'est à toi de le faire. Tu comprends? Si je me déplace une vertèbre,
Personnellement, moi, je vais essayer de me la remettre moi-même en faisant quelques mouvements. Si je n'y arrive pas, nécessairement, je vais aller voir quelqu'un qui peut me le faire de l'extérieur. Bien sûr, il y peut y avoir une action extérieure. Mais pour ce qui concerne le subtil, les énergies, ta vie intérieure, je ne vois pas vraiment le sens de faire appel à l'extérieur. Parce que tout découle de toi. Et ton corps est l'outil le plus puissant pour générer des processus énergétiques et les mouvements de ton corps. Ça donne quoi, ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu dois faire toute la vie? C'est un processus de récupération de ton être, et comme je te l'ai montré, tu étudies, ça anime ta vie intérieure, puis tu le mets en mouvement avec ton corps, et le but, c'est de l'exprimer dans ta vie extérieure. Tu veux guérir la pensée, parce que nécessairement, si tu veux être un thérapeute essénien, tu dois avoir une pensée parfaitement saine et fonctionnelle. Tu dois donc récupérer ta capacité de penser. Tu dois récupérer ta capacité de sentir et de percevoir. Là, tu vas guérir tes sentiments. Tu ne peux pas guérir tes sentiments comme ça tout seul. Ça voudrait dire que tu crois que la santé, c'est les normes médicales, que tes sentiments devraient avoir une norme, et que l'absence de souffrance est suffisante. Regarde les gens qui mangent mal, qui boivent mal, et tout ça, qui ont des très mauvaises habitudes de vie, d'hygiène de vie. Ils peuvent te dire, non, non, mais pour l'instant, je me sens super bien, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu sais qu'à long terme, ça ne va pas tenir. Donc l'absence de malaise n'est pas du tout suffisante comme étant un critère de santé. Tu dois être en santé avec l'univers. Tu dois récupérer ta capacité de vouloir, ta capacité d'agir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta tête et dans ton organe subtil, dans ton corps énergétique de pensée, tu dois penser. Je vous assure, je vous dis ça, ça paraît bête, mais la plupart d'entre nous, on ne le fait pas. Ne prends pas l'hyperactivité mentale pour de la pensée, hein, c'est tout sauf ça. Dans tes sentiments, tu dois chanter. Tu dois chanter tes perceptions et ton amour et tous tes sentiments. Tu peux chanter, les Esséniens pratiquent le chant sacré, comme un exercice et un moyen d'habiter l'espace intérieur des sentiments. Mais tu peux aussi avoir et expérimenter des sensations, des perceptions et des sentiments, et tu t'aperçois que la vie est un chant. Quand tu travailles dans tes désirs, tu peux pratiquer les danses sacrées des Esséniens, bien sûr, qui sont des pratiques pour guérir et travailler sur les corps subtils énergétiques des désirs. Mais tu peux aussi avoir récupéré ta capacité de vouloir et tu t'aperçois que la vie est une danse et que tu dois danser avec les autres, avec les circonstances, avec l'univers, et que quand tu es le grand danseur cosmique comme Shiva, eh bien, ça veut dire que tu es un être humain qui sait vouloir. Et que si tu ne danses plus, c'est que ta volonté est complètement rouillée, malade. Si tu veux guérir ta capacité d'agir, tu dois participer à une œuvre, accomplir une œuvre dans ta vie. C'est quelque chose, hein. On nous a beaucoup parlé de vivre ou mourir, mais je trouve que œuvrer, c'est beaucoup plus grand. Et que si tu ne fais que vivre ou mourir, euh, bon, c'est bien, mais être capable d'accomplir une œuvre, d'œuvrer dans ta vie, ça veut dire que tu es en possession de tous tes moyens et que tu es un être humain dans la plénitude de toutes tes capacités. Donc, on trouve une phrase dans une description antique que les Esséniens, on les appelait les thérapeutes. Sur cette phrase, on a bâti des romans entiers, des fantasmes complets de ce que devrait être un thérapeute essénien, parce que nécessairement un thérapeute essénien est le contraire de ce qui nous gêne actuellement, une médecine extrêmement froide, matérielle, limitée au corps physique. Donc on a bâti par opposition un rêve. Un thérapeute essénien ne touche pas les organes, ne touche pas les corps, fait des guérisons spontanées, miraculeuses, merveilleuses. Et on a construit vraiment, sur ce simple mot, on a construit une vision de la thérapie. Et on a beaucoup associé les soins esséniens à du magnétisme, hein, donc la transmission d'une énergie invisible
sans action réelle et dans la passivité du receveur, avec nécessairement l'intervention de données, d'informations qui viennent d'un monde surnaturel. Parce que voilà, il y en a qui ont des capacités, les autres en ont pas. Et je pense que, je le sais, que être un thérapeute essénien n'est pas du tout être un thérapeute professionnel, avec une carte professionnelle, qu'on est thérapeute. Être un thérapeute essénien, pourquoi on appelait les Esséniens des thérapeutes? Parce qu'ils soignaient, ils étaient des équilibreurs. Et quoi qu'ils fassent, tout ce qui venait d'eux était équilibrant, guérissant, apaisant, et apportait le bien, les bienfaits autour d'eux. Être un thérapeute essénien, mon ami, c'est très très simple, d'un certain point de vue. C'est que dans ta vie, là où tu es, avec les outils que tu as, c'est-à-dire ta vie quotidienne telle qu'elle est, tu peux retrouver une capacité à participer à l'harmonie des mondes, l'harmonie des autres, l'harmonie de l'univers. Et si tu fais ça et que tu restaures et que tu retrouves, que tu restaures l'harmonie, ça veut dire que tu fais quoi? Ça veut dire que tu guéris. Ça veut dire que tu soignes ce qui est déséquilibré. Tu n'as pas nécessairement besoin d'être en contact avec des entités invisibles et lointaines, de voir des couleurs et d'imposer les mains. Ça, c'est un fantasme total. Si tu es un magnétiseur, parce que tu as un don, hein, les villages, les anciens, les campagnes, ça existait, les magnétiseurs, et que c'est ton don. Tu arrêtes le feu, hein, tu fais des choses comme ça. Eh bien, sois un magnétiseur, exprime ton don et ta capacité. Mais si tu n'es pas un magnétiseur, alors ne fais pas de magnétisme, tu n'as pas besoin d'être autre chose que ce que tu es. Si tu te sens profondément boulanger, fais du pain, mais deviens un thérapeute essénien. Ça veut dire quoi? Fais du pain qui guérit. Fais que les êtres qui mangent ton pain mangent plus que du pain. Partage l'amour que tu as de ton art, de ton savoir, de ton existence. Mets-toi toi-même dans ton pain. Tu comprends? Donne-toi à travers ce que tu fais et sois un extraordinaire professionnel. Sois un maître dans ton domaine de la boulangerie. Si tu es un plombier, tu vois, je vais te donner l'exemple du plombier parce que cette vision des thérapeutes esséniens m'énerve profondément en réalité. J'essaie de rester calme, mais en réalité, elle m'énerve. Parce que elle exclut 99,99999% de la population. Parce que ça voudrait dire qu'un plombier ne peut pas être un thérapeute essénien. Mais je vais te dire un truc, quand tu as des canalisations bouchées, tu es bien content de l'appeler ton plombier. Et comme tu es spirituel, tu vas dire à tes amis, oh, j'ai eu un dégât d'eau chez moi, j'ai une canalisation bouchée, ça veut dire quelque chose. Ah bon, ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard. Ok, il n'y a pas de hasard. Donc tu avais un tuyau bouché pour une raison, oui. Mais qui a débouché ton tuyau? Le plombier? Oui, mais le plombier, il n'est pas spirituel, il est matérialiste. Ah bon? Un vrai plombier, un plombier essénien, qui ferait de la thérapie essénienne, non seulement il débouche ton tuyau, mais par sa qualité de présence, par l'amour de son métier, par la dignité d'être qui il est et d'être fier de son travail, non seulement il va déboucher ton tuyau, mais il va dégager la masse énergétique à l'origine de ton problème de plomberie. Donc toi, tu vas dire que ce n'est pas un hasard et qu'il y a une cause spirituelle, tu vas courir voir quelqu'un qui fait une canalisation qui va te sortir n'importe quoi qui est invérifiable, et par contre, celui d'entre nous, l'être humain, qui s'est levé le matin pour venir chez toi, déboucher ton tuyau, qui a donné son temps et sa vie pour ce travail-là, tu ne lui accordes aucun crédit, finalement, tu deviens méprisant. Et euh, ségrégationniste. Il y aurait une ségrégation entre les êtres spirituels et les êtres matériels. C'est extraordinairement malsain et dysfonctionnel, ça n'amènera jamais la santé et l'harmonie. Et si tu veux absolument penser de cette façon-là, sache que de mon point de vue, tu n'es absolument pas un thérapeute essénien. Vous voyez, cette infirmière qui prend soin d'une personne âgée, peut-être dans un EHPAD, elle peut être une thérapeute essénien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne fait pas que prendre l'attention de cette personne âgée. Elle lui prend aussi l'attention du cœur, elle prend un peu de temps pour parler avec elle, et quand elle vient dans la chambre, cette personne âgée se sent bien et se sent mieux. À travers son geste thérapeutique, elle apporte beaucoup, beaucoup plus.
Tu vois cette femme qui cultive dans un jardin, elle ne fait pas que bio parce qu'elle n'a pas de produits chimiques, mais elle est vivante parce qu'elle est thérapeute essénien et ceux qui mangent ces légumes sont en relation avec le cosmos et les étoiles parce que elle a la conscience profonde de faire partie du tout. Elle est une thérapeute essénien. Tu vois ces parents qui prennent soin de leur enfant sont des thérapeutes esséniens. Tu comprends? Pourquoi des parents ne seraient pas des thérapeutes esséniens et qu'un thérapeute essénien aurait nécessairement un bureau avec un titre et ferait nécessairement du magnétisme et des canalisations? Ça n'a aucun sens. Et il faut arrêter avec ce fantasme et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc si tu veux être un thérapeute essénien, fais ce que tu aimes, sois qui tu es, travaille sur ta roue médecine, restaure ton lien avec le divin et l'univers, et partage qui tu es, donne-le, et sois entièrement vivant lorsque tu fais quelque chose. Arrête de séparer ta vie quotidienne de ta nature de thérapeute profond. Tu n'as pas nécessairement besoin de changer de métier pour être un thérapeute, mais on t'a empêché d'exprimer ta nature thérapeutique dans ton métier. Donc toi, tu penses qu'il faut que tu changes de métier, que tu deviennes un thérapeute que tu n'es peut-être pas à la base. Tu peux soigner les gens de tellement de façons. Une parole, un geste, un regard, une attitude peut faire énormément de bien. T'as jamais été touché par quelqu'un qui avait une attitude thérapeutique guérissante? Si tu veux aller plus loin sur ce chemin, si tu veux te former, rentrer dans le concret et le réel, alors commence à travailler sur toi. J'ai créé une formation qui s'appelle Médecine Sacrée, qui pose les bases de la thérapie essénienne. Elle est constituée de 2 niveaux. Le premier niveau est donné en présentiel, en France ou en Espagne, et en ligne dès maintenant. En France ou en Espagne, ça sera bien sûr l'année prochaine, je me souviens plus, dans l'été en tout cas. Et en ligne, c'est praticable n'importe quand, tu peux t'inscrire dès à présent. Le niveau 2 de médecine sacrée consiste essentiellement dans l'intégration et des pratiques pour avoir des outils au quotidien pour vivre ce que je vous décris ici. Et ça se fait exclusivement dans la nature parce que la nature, c'est la grande thérapeute, avec d'autres thérapeutes esséniens, et c'est une retraite extraordinaire parce que quand on veut être un thérapeute et qu'on veut porter cet esprit d'équilibre et de guérison, il faut d'abord et avant tout travailler sur soi pour sans arrêt se recentrer et être une source de guérison pour les autres. Donc il est nécessaire de régulièrement faire des retraites dans lesquelles on prend soin de soi et on repratique nos techniques, nos méthodes, et on restaure la présence de l'énergie d'équilibre universel à l'intérieur de nous, les liens avec tous les règnes de la création. Donc ça se fait par une retraite thérapeutique qui dure une dizaine de jours et qui, elle, pour le coup, n'est pas faisable en ligne, qui est exclusivement faisable dans la nature. J'espère avoir répondu à la question « Qu'est-ce qu'un thérapeute essénien ?» Je suis conscient que ça peut être assez loin des idées que tu peux en avoir, mais c'est mon expérience, c'est le fruit de mes 30 ans d'études et de mise en pratique de l'enseignement essénien, pas seulement des miens, mais de ceux de toute ma communauté. Alors c'est une réponse que je t'ai faite sincère avec le cœur, et bien sûr, si tu n'as pas le même point de vue que moi, eh bien je respecte et j'entends tout à fait ton point de vue à toi, mais je partage le mien quand même. Alors merci de ton attention, de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette conférence, c'est vraiment très gentil. Merci de votre soutien, tous ceux qui m'écrivaient. Si tu as des questions sur cette conférence, tu peux m'écrire. J'organise régulièrement des sessions, des vidéos de questions-réponses. Et tu peux aussi m'écrire sur mon site internet. Tu trouveras aussi d'autres informations précises avec de très très nombreux schémas sur le livre Traité de médecine sacrée qui est disponible aussi sur mon site internet. Alors encore une fois, merci du fond du cœur parce que lorsque je fais ces vidéos, je peux être qui je suis et partager mon talent, mon don, ma nature, et donc je peux être un thérapeute essénien en partageant l'enseignement essénien, puisque c'est ce que je fais de mieux dans la vie. Alors merci de m'en donner l'opportunité, et j'espère qu'on pourra se rencontrer un jour, qui sait, pour partager des expériences en présentiel, en vrai. J'adore ça. Alors à très bientôt, prenez soin de vous.